Bonsoir à chacune, bonsoir à chacun. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour partager quelques réflexions, quelques témoignages autour de l'action. Et pour vous dire aussi, peut-être ça va vous surprendre, que vous avez probablement, dans vos activités professionnelles, dans vos activités entrepreneuriales, si vous en avez, parcouru un chemin, un beau chemin sur cette transition écologique, et peut-être n'en avez-vous pas totalement conscience. Le défi est immense, c'est aussi ce que je vais vous partager, mais à partir du moment où nous sommes engagés sur ce terrain, nous en avons conscience, c'est plus facile d'avancer. Alors, je voudrais vous poser, pour commencer, une petite question que je me pose souvent, à titre personnel. Où serais-je en 2050 ? Difficile. Serais-je encore de ce monde ? Je ne sais pas. Question difficile, mais pour l'aborder plus simplement, je vous propose de faire une opération très simple. C'est d'ajouter 30 ans à votre âge. Je sais, c'est pas très politiquement correct. Bon, j'ai 47 ans, j'en aurai peut-être 77 en 2050. Et puis, à partir de là, de vous imaginer qu'est-ce que ça peut être la vie, quelles pourront être nos vies, à quoi pourront-elles ressembler en 2050, ici, en Mayenne, en Pays de Loire, en France et dans le monde en général. Serons-nous dans un monde idyllique ? Un monde de bisounours ? Serons-nous dans un monde effondré ? Serons-nous dans un monde hyper technologique et peut-être aussi ultra fliqué ? Serons-nous dans un monde de déchets ? Avec cet extrait du fort joli dessin animé Wall-E. Je n'en sais probablement pas plus que vous. Ce dont je suis certain, c'est que le monde que nous aurons dans 30 ans sera ce que nous en aurons fait. 30 ans, c'est beaucoup, mais 30 ans, ça passe vite. Pour vous en rendre compte, je vous propose de revenir 30 ans en arrière. 30 ans en arrière, à peu près, c'est la chute du mur de Berlin. Eh oui, pour ceux qui l'ont vécu déjà 30 ans. Ça va très très vite. 30 ans en arrière, à peu près, à quelques années près, c'est aussi l'émergence du web. Avec ici un président, un vice-président des États-Unis, qui, devant les caméras, allait brancher ce qu'on appelait les autoroutes de l'information. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expression. Dans les universités, les grandes écoles, les entreprises, les administrations aux États-Unis. On était au tout début des années 90. Le web ne concernait pas grand monde en France, l'Internet, le numérique, pas encore en tout cas, à part quelques pionniers très visionnaires. Et ceux qui en parlaient à l'époque disaient que nous allions vivre une révolution dont nous n'avions même pas conscience. Et effectivement, nous avons vécu une révolution qui a changé beaucoup de choses. Elle n'a peut-être pas tout changé, peut-être même n'a-t-elle pas changé l'essentiel, mais dans nos vies, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Économiquement, culturellement, socialement, technologiquement, évidemment. Et il y a aussi quelques impacts écologiques, mais ce n'est pas encore mon sujet. Pendant ce temps, pendant ces 30 années, une autre révolution a germé, en silence, sans qu'on en prenne conscience. Elle a germé dans les labos. Elle a germé par la connaissance, entre autres. Cette idée selon laquelle, dans les forêts, les arbres, par leurs racines, par les champignons, et notamment par l'intermédiaire du mycélium que produisent les champignons, communiquent entre eux. Les arbres échangent des informations entre eux, dans un grand réseau que les spécialistes surnomment le Wood Wide Web. Wood Wide Web. Stefano Mancuso travaille en Italie, à l'université de Florence. Son domaine, c'est la neurobiologie végétale. Et il fait partie de ceux qui ont découvert ce qu'on appelle maintenant l'intelligence des arbres, l'intelligence de la forêt, l'intelligence de la nature, qui pourrait nous inspirer. Les arbres ont inventé le web, ou une façon, en tout cas, d'échanger de l'information, bien avant que nous l'inventions. Et nous n'en avions pas conscience. Peut-être aurions pu
Aurions-nous pu les singer pour inventer le web? Cette révolution qui a pris naissance dans les labos, dans la connaissance et qui touche aujourd'hui plein de choses, je vais vous partager l'idée qu'il s'agit bien d'innovation, innovation culturelle, innovation technique, innovation écologique évidemment, innovation économique aussi, innovation sociétale, et que ce sont ces innovations qui peuvent nous mener sur un chemin qui soit désirable et qui permette de construire le monde tel que nous aimerions le voir dans 30 ans. Cette révolution concerne tous les champs d'activité, et vous en êtes peut-être les acteurs. En tout cas, c'est ce que je veux partager ce soir avec vous. Alors, parti d'où nous sommes, et pour les 30 prochaines années, si cette révolution est majeure, en tout cas, c'est ce que tout le monde s'accorde à évoquer ici ce soir, dire au moins que c'est important, c'est notre responsabilité, mais c'est, selon moi, plus que notre responsabilité. C'est un nouveau paradigme qui s'ouvre, qui s'est déjà ouvert. Il se peut, comme en montagne, que l'objectif que nous nous fixons, l'objectif lointain du sommet, soit difficilement accessible. Et peut-être même que ce soir, à certains moments, vous allez trouver que le dénivelé est un peu violent, que ça tire un peu sur les mollets, que le sac est un peu lourd. Peut-être allez-vous même suffoquer par moments. Mais je vous rassure, je vais essayer de vous emmener au sommet, et quand on est au sommet, on a la vision d'ensemble. On contemple le panorama, on voit comment les choses se passent, on a une vision plus intéressante, et surtout, on voit où sont les chemins. En tout cas, on identifie des voies qu'on peut emprunter. Et puis on identifie aussi celles qui sont des cul-de-sac ou qui mènent au ravin. Alors je vous emmène et je vous pose 3 questions pour vous emmener. La première, quel est le poids total des occupants de cette salle? Vous allez voir, je suis un peu cabotin des fois. La deuxième, et si vous ne comprenez pas, rassurez-vous, c'est normal, c'est presque normal, quel est votre âge en ppm? Et enfin la troisième, combien d'armes possédez-vous? Je vais beaucoup vous parler d'armes. Et on a parlé d'arbres tout à l'heure, Madame la Présidente, vous en avez parlé. Alors, c'est parti. Première étape, le défi. C'est une histoire en 5 chapitres que je vais vous raconter, et ce premier chapitre, c'est celui du défi, parce qu'il faut prendre la mesure du défi. C'est là qu'il y a du dénivelé, et c'est là que ça peut faire mal. Je vous préviens. Ce défi, je vous le propose autour de 4 éléments et de la vie. L'eau, l'air, la terre, le feu, la vie. Je vais commencer par le feu. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de commentaires, il y en a eu déjà tout à l'heure, et je pense que vous allez comprendre tout de suite avec cette image. Cette image est prise sur une plage en Australie, Nouvelle-Galles du Sud, il y a quelques semaines. Et voilà, on voit cette scène absolument surréaliste, dans un pays qui est en proie aux incendies, ce qui est courant là-bas, à la période estivale, mais dans une proportion que l'on n'a jamais vue. Avec des pics de pollution très élevés, avec un carnage animal, 1 milliard d'animaux, et tout ça sur une superficie qui représente à peu près la Nouvelle-Aquitaine en France. Voilà, c'est ça qui a brûlé. C'est comme si la France était amputée soudain de la Nouvelle-Aquitaine. Vous imaginez ? Le feu là-bas, mais le feu aussi lors des canicules ici. Vous en avez vécu 2 fortes en 2019, juin puis juillet, avec des températures jamais vues. Et ici, vous avez une photo du bassin méditerranéen. Et ça donne une idée, si on continue comme on est, ou par où on va, de ce que peut être le feu ici, sur notre continent, dans 30 ans. Bien sûr, personne ne souhaite ça. L'air, le CO2, le climat, les gaz à effet de serre. Pour qu'il n'y ait aucune méprise, nous sommes dans un cycle que nous n'avons jamais vu depuis 800 000 ans. Ici, c'est un graphique de la NASA. Et vous avez à droite, en haut, la flèche blanche. Ça, c'est l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère terrestre. Ça se calcule en ppm. ppm partie par million, c'était ma question de tout à l'heure. Si vous êtes né lors de la chute du mur de Berlin en 1989, vous avez 30-31 ans aujourd'hui, alors vous êtes né sur la flèche rouge que vous voyez là-bas. Ça, c'est là où nous devons retourner. Et aujourd'hui, nous sommes sur la flèche blanche, entre 410 et 415 ppm. La flèche rouge, c'est 350 ppm, c'est les accords de Paris, signés en 2015. Les accords de Paris disent que l'humanité,
doit décarboner massivement l'économie au point que cette courbe qui a quitté sa trajectoire au tournant des années 50 du XXe siècle, suite au développement et à la révolution industrielle, eh bien cette courbe, elle doit faire demi-tour et replonger. Et pour faire tout ça, nous avons 30 ans. Cette courbe, une autre manière de la lire, c'est ça. Vous avez ici, en bleu, la décroissance de nos émissions de gaz à effet de serre qu'il faudrait opérer si nous avions démarré en 2018. Et vous avez, en rouge, la pente que nous allons devoir opérer collectivement et mondialement pour décarboner l'économie si nous voulons atteindre les accords de Paris. Ça, c'est si nous démarrons en 2025, c'est-à-dire dans 5 ans. Démarrons, ça veut dire, si on y va franchement, 10% par an de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est colossal. Donc, il va falloir y aller franchement. Il va falloir innover. Il va falloir faire les choses différemment. Ça, c'est très clair. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? On dit ça parce qu'on ne veut pas, les scientifiques souhaitent, nous disent, qu'il ne faudrait pas dépasser 1,5 degré à 2 degrés de réchauffement planétaire d'ici à 2050. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus d'1 degré de réchauffement depuis le milieu de l'ère industrielle. Ça signifie que si aujourd'hui nous interrompions totalement nos émissions de gaz à effet de serre, malgré tout, le système climatique continuerait de se réchauffer. Donc le réchauffement planétaire, le dérèglement climatique est aujourd'hui un fait. Nous devons l'accepter et il va, quoi que nous fassions, prendre des proportions plus importantes. Il ne s'agit pas de larmoyer ou de s'apitoyer, il s'agit de se dire, et là on parle aussi avec des élus qui pilotent des territoires et qui anticipent, à quoi pourrait ressembler notre territoire dans 30 ans. Et qu'allons-nous faire aujourd'hui pour anticiper et pour nous adapter ? On peut vivre dans un climat méditerranéen, il y a des gens qui le font. C'est juste que ce n'est pas la même vie, ce n'est pas les mêmes bâtiments, ce n'est pas la même agriculture. Mais c'est possible. Ça ne sera pas possible partout. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, la région a commandé un rapport au GIEC qui travaille sur le climat pour comprendre plus précisément là où en serait la région en 2050 en termes de changement climatique. Toutes les collectivités essaient de se nourrir de ces informations. Il faut que ces informations passent aussi dans les entreprises et qu'on s'interroge en entrepreneurs, en citoyens, sur la forme que prendront nos territoires pour pouvoir nous y adapter et surtout pour pouvoir apporter des réponses, parce que les entrepreneurs ont des réponses à apporter. Le défi est immense, je vous l'ai dit. Ici, vous avez, pour qu'il n'y ait aucune méprise, ce qu'on appelle notre mix énergétique mondial. C'est d'où vient notre énergie. La flèche rouge, là-haut, ce sont les énergies renouvelables. Tout le reste, entre les deux lignes, ce sont les énergies fossiles. C'est comme ça que tourne la Terre aujourd'hui, l'humanité en tout cas. Gaz, pétrole, charbon à 80%. Le défi est immense. L'eau. Un peu plus bas en France, vous connaissez peut-être la jolie ville de Guéret. Eh bien à Guéret, on se pose des questions cruciales. Comme par exemple l'été dernier, va-t-on encore avoir de l'eau au robinet dans les jours qui viennent ? C'est la question que se posait le maire de Guéret. Voilà. Et nous sommes à un peu plus d'1 degré de réchauffement planétaire. Voici une carte, je ne vais pas la commenter, de ce que pourraient être les extrêmes de température en France. Ça, c'est un document qui a été produit par des scientifiques français en 2050, pendant des périodes de canicule qui iraient de quelques jours à quelques semaines. Je vous avais prévenu, on va gravir la montagne, ça va être un peu dur, mais je vous rassure, on va arriver bientôt au sommet. Alors au sommet, on peut voir aussi la pluie, voilà la pluie, chargée de plastique dans les Alpes, l'Arctique. Et puis, je vous parlais tout à l'heure des éléments, l'élément, la Terre. Celui-là m'intéresse particulièrement. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça ? Ça, c'est du tantal. Le tantal, c'est un minerai qui, joint au cobalt, permet de créer le coltan qu'on trouve tous dans nos téléphones portables. Principalement extrait dans les mines du Congo. Cette terre, ces minerais, nous permettent de créer des technologies, les énergies renouvelables, les batteries, nos téléphones, des technologies, mais avec des enjeux de pollution, des enjeux humains. La question qui se pose à nous, c'est à quel rythme allons-nous continuer d'extraire ces minerais et surtout dans quelles conditions allons-nous le faire ? Et parfois,
Est-ce qu'il faut le faire à l'autre bout du monde dans des conditions difficiles, ou est-ce qu'il ne faudrait pas s'interroger, question politiquement incorrecte, sur le fait de le faire chez nous, ou plus près de nous, ou avec d'autres méthodes, mieux maîtrisées? Je termine avec la vie. La vie qui, pour ce qui est de la vie sauvage, sauvage ordinaire ou sauvage extraordinaire, souffre beaucoup, et pourtant cette vie, nous lui devons énormément. Vous avez ici l'état de la forêt, une partie de l'état de la forêt des Vosges au sortir de l'été dernier. Alors, stop à tout ça. C'est dur, je sais, mais il y a de l'espoir. Et j'y passe. L'espoir, c'est d'abord la jeune génération. La jeune génération qui a conscience de ça et qui a conscience qu'il faut faire autrement. Tout à l'heure, on parlait de marque employeur et de l'enjeu de ce qu'est le recrutement et le recrutement de talents dans un territoire qui connaît un taux de chômage proche de zéro, en tout cas proche du taux de chômage naturel. Eh bien, voilà ce que disent une partie des étudiants aujourd'hui. Que faites-vous, messieurs, mesdames, les entrepreneurs, que faites-vous pour le monde dans lequel nous et nos enfants vont grandir? Je veux travailler pour une entreprise responsable. Je ne veux pas seulement gagner de l'argent, je ne veux pas seulement exercer mon talent, je veux le faire dans un certain cadre. Monsieur et madame tout le monde disent aussi de plus en plus la même chose. Ils veulent vivre, consommer, travailler autrement. Alors nous, qui sommes entrepreneurs, quelles questions ça nous pose? Quelles sont les questions que nous devons nous poser sur le monde que nous pilotons aujourd'hui et dans lequel nous avons tous une responsabilité? Nous sommes tous, par nos activités, moi le premier, concernés par quelque chose qui se trouve dans une de ces boîtes. À chacun d'imaginer. Voilà, c'est notre monde. Une fois qu'on a pris conscience de tout ça, ou que nos enfants nous aident à prendre conscience de tout ça, comment faire? La proposition que je veux vous faire, c'est de vous connecter. Pas avec vos téléphones. De vous connecter avec le cœur. De vous connecter à ce que nous sommes collectivement. De se connecter à ce petit miracle qui est là depuis 4,5 milliards d'années, sur laquelle la vie a émergé il y a 3,8 milliards d'années. 3,8 milliards d'années d'évolution de la vie. C'est le plus grand laboratoire de R&D imaginable. Aucun budget d'entreprise, de multinationale, de collectivité, de pays, de continent n'arrivera à égaler ça. En plus, c'est beau. Tous les astronautes qui sont allés là-haut le disent et disent combien ils ont été bouleversés. Donc nous connecter à notre histoire, nous connecter à l'histoire des autres aussi. Et les autres, ce n'est pas seulement les humains. C'est aussi les non-humains. Un scientifique a essayé de peser, c'est le poids des occupants de cette salle, c'est la réponse à cette question, de peser la vie sur Terre. C'est une idée. Eh bien, qu'a-t-il trouvé? Si on pèse tout ce qui vit sur Terre, d'abord on trouve des végétaux. Ensuite, on trouve des bactéries, 13% de bactéries. Je ne sais pas si vous savez, mais dans notre corps, on a 10 fois plus de bactéries que de cellules. À se demander ce que nous sommes physiquement. Un agrégat de cellules ou un agrégat de bactéries. Ou peut-être quelque chose d'une collaboration entre les deux. C'est peut-être ça la vie. Les autres créatures, 5%. Et puis les humains, vous me direz, ils sont où? Ben, ils sont là. 0,01% du poids de la vie sur Terre et 99% des emmerdes. Bon, j'exagère, on a aussi des idées. Alors, nous connecter aussi à tous ces services que nous rendent donc la nature, les non-humains. Évidemment, ici, la pollinisation, on a parlé d'agriculture tout à l'heure, la pollinisation a à voir avec 1/3 de l'agriculture mondiale. Si on lui donnait une valeur monétaire, ce qu'elle ne nous demande pas, ce serait entre 150 et 265 milliards d'euros par an. C'est l'équivalent du chiffre d'affaires d'une grande marque de téléphone portable. C'est colossal. La vie sur Terre, c'est aussi la famille élargie dont nous faisons partie si on regarde nos lointaines origines. Si là, je vous montre cette photo sympathique, c'est pour deux raisons. D'abord, le chimpanzé partage avec les humains 98% de patrimoine génétique identique. Et une faculté extrêmement importante, que vous avez tous, et lui aussi, et qui nous rapproche. Nous digérons l'alcool. Ben oui, ça permet de tisser des liens. Les arbres.
Les arbres sont là depuis 370 millions d'années, ils ont déjà traversé 2 crises majeures d'extinction des espèces. Ils sont passés au travers de ces crises. Nous, on a enclenché la 6e. Eux, ils ont passé victorieusement la 4e et la 5e. Et à mon avis, ils pourront passer la 6e aussi peut-être. Il y avait, avant que Sapiens décide de faire de l'agriculture, de se mettre à l'agriculture, il y avait sur Terre 5800 milliards d'arbres. Il en reste 3000. Il y a de l'espoir. On en a coupé seulement la moitié. En fait, Sapiens est un coupeur d'arbres. Peut-être qu'il va devenir un planteur d'arbres, on peut l'espérer. En tout cas, si nous avions la gestion de cette grande forêt qu'est le monde, nous aurions donc 400 arbres, chacun à notre disposition, ou sous notre responsabilité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sur ces 400, il y en a deux qui disparaissent chaque année. Donc il suffirait que tous les terriens replantent au moins 2 arbres chaque année pour que les choses aillent mieux. Tout ceci produit des services qui vous permettent de vivre tous les jours. L'eau, l'air, le bois, l'agriculture, mais aussi des services immatériels, plus spirituels, récréatifs, mais des médicaments, etc., le climat, tout ça. Voilà. La nature produit ça depuis des milliards d'années, sans qu'on ne lui demande rien, et c'est le substrat sur lequel nous développons nos vies, nos civilisations, mais aussi nos activités. Nous sommes directement connectés à tout ça. Roberto Constanza, un chercheur australien, s'est amusé à chiffrer ces services écosystémiques, pas pour les monnayer, mais pour nous donner une idée. Son chiffre, c'est que si Gaïa était un capital, les services écosystémiques seraient les intérêts du capital, eh bien ces intérêts seraient chiffrés au moins à 125 000 milliards de dollars par an. C'est 1,5 fois le PIB mondial. J'ai dans la poche un petit appareil d'occasion qui vaut, à mon avis, pas plus que 100 dollars. Ce chiffre signifie que potentiellement, dans cet appareil, il y a 150 dollars de nature. Sans les intérêts du capital, sans ces services écosystémiques, il n'y a pas d'économie. La nature est au cœur de nos civilisations, elle est au cœur de l'économie. C'est ça la hiérarchie. La hiérarchie, c'est le capital naturel qui permet aux civilisations d'émerger et de s'épanouir, et à ces civilisations de produire de l'activité, et notamment de l'activité marchande, qui nous occupe, nous les entrepreneurs, une bonne partie de nos vies. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris, et surtout on a compris que notre banquier n'a pas la tête qu'on imaginait. Je vous présente votre banquier. Voilà. Votre banquier, pourquoi? Parce que la nature est une banque à laquelle nous empruntons sans nous soucier de savoir si nous lui remboursons. Je ne connais pas beaucoup de banquiers qui, avec les euros, accepteraient ça. Eh bien, on travaille aujourd'hui, des entreprises travaillent en France et dans le monde sur la triple comptabilité, le triple capital. On sait compter les euros, ça on sait faire. On sait à peu près compter les humains, et le capital humain. Le capital naturel, on ne le compte pas. C'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on n'a pas vraiment essayé. En fait, on n'a pas eu l'idée. Mais sûrement qu'on sait faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent. Si demain je vous dis, votre entreprise qui vaut 100, si vous voulez la vendre, avez-vous remboursé toutes vos dettes? Bon, il vous reste 20 à rembourser à la banque. Ok, 100 moins 20, ça fait 80. Et puis, vous avez aussi une dette écologique qui traîne. Vous devez encore 30 à la Banque de la Nature, parce que vous lui avez emprunté plus que vous lui avez rendu. Et donc ça, je vais le mettre dans votre triple comptabilité. 80 moins 30 égale 50. Peut-être que vous ne serez pas content. Mais peut-être que si maintenant vous l'anticipez, le jour où le triple capital, la triple comptabilité deviendra une norme internationale comme les normes IFRS, eh bien peut-être que ce jour-là, ou dans cette anticipation-là, peut-être que vous allez vous dire, je vais mesurer mon impact sur le capital naturel. Et à partir de là, on enclenche une autre vision des choses, qui est celle de l'innovation. Et de l'écologie comme une innovation, sociale et sociétale bien sûr, mais aussi une innovation pour nos entreprises. Ces quelques idées, ces quelques concepts qui sont là, vous les connaissez déjà, vous les avez déjà entendus, je ne vais rien vous apprendre, et d'ailleurs je ne vais pas m'y étendre. Je vais juste les renommer. Économie circulaire, agroécologie, économie de fonctionnalité, économie de frugalité, biomimétisme. Vous avez ici tous les ferments d'une révolution sans précédent. Sera-t-elle à la hauteur des enjeux? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que si on n'essaye pas, on n'arrivera à rien. Alors il faut essayer. Et en plus, c'est enthousiasmant. Il y en a qui ont déjà essayé, qui ont fait des choses intéressantes. Il y a aussi les ODD, les Objectifs du développement durable de l'ONU.
J'y reviendrai. Il y en a qui ont essayé, parfois depuis longtemps. Je vous parlais tout à l'heure de la conquête spatiale et de l'espace, qui nous a appris ce regard sur nous-mêmes, qui nous a fait prendre conscience de ce qu'était la planète, la Terre qui nous embarque. Eh bien, la mission Apollo a embarqué un ordinateur qui lui a permis de naviguer, de décoller, de naviguer, d'allunir, de prendre 382 kg de roches lunaires et de revenir. Tout ça sans encombre. Pour faire ça, il y avait donc un ordinateur qui pesait 22 kg, l'AGC, qui pesait 22 kg, mais en puissance informatique, il pesait beaucoup moins. 72 kilooctets de puissance. L'équivalent de la puissance qu'on met en œuvre pour faire une requête sur Internet ou envoyer un email. 4 kilooctets de mémoire vive. Le code des logiciels embarqués dans cet ordinateur qui a envoyé les humains, l'homme, sur la Lune, ce code-là a été écrit sous la responsabilité du MIT et notamment de Margaret Hamilton, à droite. Vous la voyez devant la pile de code informatique. Messieurs, je suis au regret de dire que dans cette photo, je vois deux choses. Je vois la légèreté et je vois la féminité. Et je pense que c'est avec ça qu'on peut changer le monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'existe plus. Ça veut dire qu'on fait un peu de place. Certains ont essayé de faire un peu de place comme ça, déjà à la légèreté. Lui s'appelle Ray Anderson, il est décédé en 2011, sa boîte s'appelle Interface. En 1994, il a rassemblé ses cadres en leur disant « Messieurs, dames, l'entreprise a aujourd'hui 21 ans. Je vous annonce un plan stratégique à 26 ans qui va nous emmener en 2020. » Un plan stratégique à 26 ans. Dans 26 ans, a-t-il dit, notre entreprise qui fabrique de la dalle de moquette, qui a inventé la moquette modulaire, qui est un dérivé de la pétrochimie, qui est un leader mondial, qui est coté au Nasdaq, pas spécialement une ONG environnementale, eh bien, cette entreprise, en 2020, aura une empreinte écologique nulle. C'était son utopie. Nous sommes en 2020. L'entreprise a beaucoup innové. Elle a inventé de nouvelles machines, de nouveaux procédés. Elle a réduit sa consommation d'eau dans ses sites industriels de 98%. Elle est passée à 100% aux énergies renouvelables. Elle intègre 60% de matières recyclées dans son processus de fabrication de moquettes neuves. Bien sûr, son empreinte écologique n'est pas nulle. C'était une utopie. Mais ça a fait faire un saut quantique à cette entreprise qui est restée leader mondial et qui a littéralement inspiré son industrie et qui fait aussi changer son industrie. La prochaine utopie d'Interface s'appelle le plan Climate Payback. Et tenez-vous bien, la mission que s'est donnée Interface et qui investit des budgets de R&D là-dessus, c'est d'inventer l'usine forêt. Parce que dans une forêt, il n'y a pas de déchets. On est en économie circulaire. D'ailleurs, l'économie circulaire s'inspire de la forêt. Pas de déchets. La forêt filtre l'eau, absorbe le CO2, produit de la photosynthèse, produit de la matière, peut abriter de l'agriculture. Elle rend des services incroyables. Eh bien, l'idée d'Interface, c'est comment demain puis-je fabriquer dans mes usines de la moquette, je continue de faire mon métier, mais en rendant à la nature plus de services que ceux que je lui emprunte. C'est une folie pure que d'imaginer qu'on va trouver ça. Ils mettent des budgets de R&D là-dessus et travaillent avec un réseau international de biomimétisme pour y arriver. Bien sûr, ça ne se fera pas tout de suite, mais le projet est engagé et le premier projet lancé en 1994 était probablement lui aussi fou. Derrière ces utopistes qui ont réalisé de grandes choses, il y a aujourd'hui une génération d'entrepreneurs un peu plus jeunes, mais qui intègrent d'emblée cette vision dans leur modèle d'affaires. Comment rendre la technologie plus responsable? Comment rendre les smartphones plus durables? C'est cette question que s'est posée Bas Van Abel, designer de métier, pour créer Fairphone. Il a voulu d'abord créer une filière équitable du coltan, dont je vous parlais tout à l'heure, comme on l'a fait pour le café, en disant c'est pas possible qu'on ait du trafic et du sang dans nos portables. Il faut essayer de trouver une réponse à ça. Il a réussi. Ça a intéressé toute une communauté. Il a lancé une campagne de financement participatif, réuni 25 000 précommandes et créé le Fairphone 1. Et puis ça ne suffisait pas. Il s'est dit, mais en fait, ce qu'il faut, c'est un téléphone pour une vie. C'est-à-dire un téléphone qui évolue, certes, mais dont l'enveloppe matérielle est la même toute la vie. Donc un téléphone réparable ad vitam aeternam. Il a inventé le téléphone Lego. 40 pièces. Si votre cellule photo est endommagée, vous la déclipsez, vous la renvoyez à Fairphone.
ou à Orange en France, qui est partenaire de Fairphone. La cellule est réparée, on vous la renvoie, et l'aventure continue. Aujourd'hui, un téléphone comme celui-ci a une durée de vie maximale de 5 ans. Mais son impact carbone, c'est une réduction de 30%. Si toute l'industrie mondiale du téléphone mobile faisait comme Fairphone, son impact carbone instantanément chuterait de 30%. Ma question c'est, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? On sait le faire. Ce n'est pas une question de savoir ou pas, on sait le faire. En tout cas, Fairphone continue son chemin et sera sans doute imité. On peut faire de grandes choses de manière collaborative. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé, Gus, Petit Oiseau, Grand Voyage. Très beau dessin animé. Beaucoup de calculs, c'est de la 3D. Je sais que je suis en terre de calcul pour la virtualité. De la 3D, du calcul, eh bien, ce dessin animé a été fait en faisant du calcul numérique au moyen d'une chaudière numérique que vous voyez en bas à droite, qui, tout en produisant du calcul pour faire le dessin animé, chauffait la piscine de la Butte aux Cailles à Paris. C'est possible, ça existait. Dans le transport, pourquoi jeter tout le parc automobile à la poubelle au motif qu'on voudrait l'électrifier? Pourquoi ne pas prendre le parc automobile tel qu'il est, puisqu'il a été construit, puisqu'on a pris de la matière, puisqu'on a utilisé de l'eau, de l'énergie, et vous allez chez votre garagiste, le garagiste change votre moteur et remplace votre moteur thermique par un moteur électrique. Pourquoi pas? Ça s'appelle le rétrofit, et ça va être autorisé en France dans les prochains mois. Il y a déjà 3 ou 4 startups qui travaillent là-dessus et qui réfléchissent à créer des réseaux de garages nationaux en France qui puissent permettre de faire cette opération et donc de créer de l'emploi local, de l'ingénierie locale, tout évidemment en essayant de relever le défi de la mobilité plus responsable. Ici, vous avez une entreprise qui navigue, c'est le cas de le dire, entre Nantes, Lorient. Voilà, une start-up portée par Niels Joyeux, un entrepreneur qui porte bien son nom, et qui vient de signer avec Arianespace un contrat négocié pendant 1 an qui vise à transporter les tronçons de la fusée du continent européen vers Kourou en Guyane sur un porte-container, un paquebot plutôt, pas un paquebot, un navire, un cargo à voile. Ces grands mâts que vous voyez ici sont des mâts à voile, de façon à décarboner le trafic maritime. Voilà, le contrat est signé et la conception est en cours à l'heure où je vous parle. Dans le domaine de l'alimentation, on a eu la chance cet après-midi d'aller rencontrer un des participants de la soirée, Vincent Seyeux, qui nous a expliqué comment, en 2 ans, en voulant essayer de structurer une filière autour du quinoa bio et local, il est en train de faire un partenariat avec 70 agriculteurs et de leur donner une visibilité sur leurs revenus, de les aider dans leur trajectoire de conversion écologique, d'innover, il crée de nouvelles machines qui n'existaient pas avant, il crée de l'emploi, d'avoir un taux de développement de 100% d'une année sur l'autre. Bon, il en est à sa 2e année, c'est ce qu'il nous a expliqué, et d'avoir des perspectives de développement extrêmement intéressantes sur un marché qui est très porteur. Et puis son modèle, il le développe ici, en Mayenne, et puis demain, peut-être que ce modèle, il va l'exporter ailleurs, en France, lui permettre de s'implanter sur d'autres territoires dans une économie circulaire extrêmement poussée. Le groupe Eram, dans le Choletais, pas très loin d'ici, lui a voulu travailler sur l'économie circulaire appliquée à la chaussure. Ils ont travaillé avec des consommatrices pionnières, et puis ils leur ont proposé un système d'abonnement. Donc, c'est un abonnement. Tous les 2 mois, vous rapportez vos chaussures, mesdames. Les chaussures repartent à l'usine. En usine, les collaborateurs de l'entreprise travaillent sur les chaussures, remettent de la matière si c'est nécessaire, les bichonnent et les remettent sur le marché, soit dans un système d'abonnement secondaire à un prix inférieur, soit dans un système de revente. Weston fait ça aussi pour des chaussures premium. Voilà, on a un système qui permet de créer de l'activité, de répondre à une fonctionnalité, un besoin d'être à la mode,
tout en réduisant l'impact écologique. C'est aussi ce que fait Veja. Veja, entreprise française qui a démarré en 2015, basket écologique. Veja est en train aujourd'hui d'inventer la basket post-pétrole, enfin, la chaussure de sport post-pétrole. Leur objectif, leur utopie, c'est une chaussure dans laquelle il y ait 0% de pétrole. Pour l'instant, ils en sont encore à 47%. Voilà, ça s'appelle la Condor et ça existe depuis quelques mois. Dans le domaine de l'habitat, Conceptos, start-up colombienne, s'est dit, mais si on retire le plastique des décharges, c'est très bien, ça évitera qu'il aille dans les fleuves, ça évitera de polluer et de le retrouver dans notre corps, in fine. Mais avec ça, on peut aller plus loin. On peut concevoir un brevet, un système breveté de briques Lego qui permettent de construire en un temps record, puisqu'on les assemble comme des Lego, des petites maisons ou des bâtiments qui servent de mairie, de dispensaires, d'écoles dans les pays du Sud. Alors ici, c'est en Colombie, mais ils viennent de mettre un pied en Côte d'Ivoire et s'intéressent à l'ensemble du marché africain. En Italie, une petite variante. Ici, c'est une maison bioclimatique qui a été imprimée en impression 3D. Et le matériau de base, c'est la paille de riz. Et ça tient, et ça permet de créer de l'habitat, encore une fois, pour des pays du Sud, ou qui sait, peut-être, pour les pays d'ici, notre pays nous-mêmes, en fonction de l'évolution climatique. À Køge, au Danemark, on parle toujours d'habitat et d'aménagement. Plutôt que de végétaliser la ville sur un nouveau quartier, ils se sont dit, bon, si on faisait l'inverse, on va d'abord créer une forêt, et on va créer un habitat qui va permettre d'habiter la forêt. Alors, ce n'est pas la ZAD, c'est Køge. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont penser un habitat qui va venir s'insérer dans une forêt, avec de l'artisanat, des voies cyclables, des écoles, des bâtiments et des structures qui vont s'y insérer. Ce qui fait que la ville fonctionne de fait comme une forêt et offrira tous les avantages de la vie et du confort moderne, simplement avec un habitat un peu plus compact. Je termine avec deux petites histoires. D'abord, cette histoire a encore à voir avec la conquête spatiale qui nous aide souvent à dépasser certaines limites. Ceci, c'est du mycélium. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est du mycélium qui est cultivé dans un environnement qui est censé reproduire l'atmosphère martienne, de la planète Mars. Pourquoi la NASA s'intéresse-t-elle à ça? Parce que sur la base du mycélium, qu'on voit ici au milieu, on peut fabriquer ce qu'on voit sur le médaillon à droite. Ces briques, si on peut réduire la photo, s'il vous plaît. Voilà, ces briques que vous voyez à droite sont un mélange de champignons qui a cru naturellement, de fibres de bois, et elles permettent de créer des habitats qui pourraient permettre de constituer, par exemple, des bases lunaires dans un premier temps, avant de faire d'autres bases. Quel est l'intérêt? L'intérêt pour la NASA, c'est d'embarquer des champignons, ou plutôt ce qui va faire naître les champignons, qui pèsent très très peu, qui sont très peu encombrants, et qu'on ferait pousser en gros sur la Lune pour créer un habitat lunaire, pour permettre à l'exploration spatiale de poursuivre sa route. Ça, c'est pas de la science-fiction, c'est en cours aujourd'hui dans les labos. Et c'est de l'habitat ultra léger, potentiellement, et ultra résistant. Et ça vient d'où? Ça vient de la nature et ça vient des arbres. Et je termine avec Jérémy Gobet, qui a lancé le projet Corail Artefact. Jérémy Gobet est artiste, il s'intéresse aux coraux, il sculpte les coraux, et un jour, lors d'une résidence à Clermont-Ferrand, il est invité à s'inspirer du territoire pour inventer quelque chose de nouveau. Alors, à Clermont-Ferrand, il y a Michelin, mais ça ne l'intéresse pas tellement. Il tombe sur la Fontanille. La Fontanille, c'est une entreprise qui brode et qui fait donc de la broderie selon une technique qu'on appelle le point d'esprit. Vous voyez à droite cette petite fleur? Eh bien ça s'appelle le point d'esprit. En observant le travail de la Fontanille, en observant les machines de la Fontanille, Jérémy Gobet réalise que la forme du point d'esprit est la reproduction mathématique identique de la structure squelettique du corail. Alors là, il leur propose un projet artistique. Le Muséum d'histoire naturelle se met de la partie, ça devient un projet de R&D. Il commence à bidouiller les machines. Et puis la Fontanille produit ce prototype, une sorte de bouquet fabriqué en coton biodégradable, solide, bouquet de tuteurs, pour voir si par hasard on ne pourrait pas y mettre des larves de coraux et voir ce que ça donne. Parce que quand le corail est bouturé,
En principe, ils repoussent très bien. Sur cette base, ils sont allés aux Philippines en mars dernier et ils ont fait un premier test. Vous savez quoi? Ça marche. Voilà comment une entreprise qui fait de la broderie traditionnelle, qui reçoit la visite d'un artiste, lance un projet de R&D, est en train d'inventer un deuxième métier dont elle ne pouvait même pas soupçonner l'existence, qui est de fournir aux grands programmes internationaux de reconstruction des barrières de corail les outils pour réussir leur mission, pour réparer la mer et donc pour réparer la terre. On a ici un triptyque qui est extrêmement intéressant. C'est celui de la connaissance, le Muséum d'histoire naturelle. C'est celui de l'émotion, l'artiste. Et c'est celui de l'action, de l'exploration, de l'expérimentation. C'est les entrepreneurs, c'est l'entreprise. La connaissance, l'émotion, l'action. La tête, le cœur, la main. Bien sûr, c'est peut-être une exception, mais c'est une voie d'inspiration et c'est surtout une voie d'innovation. Alors maintenant, moi, ce que je veux vous inviter à faire, c'est passer à l'action, mais en fait, vous le faites déjà, mais envisagez vos actions d'une autre façon. L'écologie, l'environnement, ce n'est pas un paysage. C'est au cœur de nos vies et c'est peut-être même au cœur de nos entreprises. Qu'ont fait tous ces gens? D'abord, ils ont mis la science, la connaissance au cœur du projet entrepreneurial. Ils ont voulu voir grand, ils ont pensé pas seulement réduire l'empreinte, mais régénérer, entrer dans une économie qui régénère, tout en restant humble, en acceptant que le monde est fini et qu'il y a des limites, en privilégiant toujours la vision et le projet à la technologie. La technologie suit, elle ne devance pas le projet. Bien sûr, ils comptent la nature, et au besoin, ils changent d'expert comptable, et ils s'intéressent au capital naturel. Et puis, ils privilégient les low-tech, et surtout, ils s'appuient sur des communautés. Ce n'est pas un travail qu'on fait seul, c'est un travail qu'on fait en créant des communautés, comme ça s'est fait dans le logiciel, par exemple, avec l'open source. Et à partir de là, ils inspirent le monde. Vous parliez tout à l'heure de Patagonia et d'Yvon Chouinard. Yvon Chouinard et Patagonia ont sans doute eu un impact pour leurs entreprises, pour leurs parties prenantes, pour leurs consommateurs. Mais ils ont eu un impact beaucoup plus important, qui est un impact culturel. Parce que cette entreprise inspire des générations entières d'entrepreneurs dans le monde entier qui décident d'innover et d'entreprendre différemment. Et cet impact, vous pouvez l'avoir, parce que les petites choses que vous faites au quotidien, vous pouvez les partager avec vos confrères, avec vos consoeurs, avec d'autres entrepreneurs, pour les rassurer, pour leur donner l'envie. Je vous montre juste ce petit tableau sur lequel on a travaillé cet après-midi avec un groupe d'entre vous, pour vous dire qu'il y a plusieurs étapes. La première, c'est de compter ce qui compte et de vous reconnecter au capital naturel, c'est-à-dire de compter des choses que vous ne comptez pas d'habitude. À vous d'en décider avec vos collaborateurs. Vous trouverez ce qui compte dans votre entreprise et qui vous raccroche au capital naturel. C'est très facile, il suffit de prendre un peu de temps. Ça peut être le climat, ça peut être l'énergie, ça peut être la question de l'obsolescence, ça peut être la matérialité, ça peut être la réparation des sols, il y a plein de choses. Vous trouverez. Et surtout, ne pas avoir peur des petits pas. Compenser, pour commencer, c'est un tout petit pas, je suis bien d'accord. Et si on devait en rester là, autant ne rien faire. Je suis d'accord aussi. Mais il n'y a pas de grande histoire qui s'écrive sans commencer par un petit pas. Ce qui est important, c'est de fixer une ambition, presque une utopie, comme d'autres l'ont fait. Ceux dont je vous ai narré les aventures ont commencé par une grande utopie, et puis ici ils sont allés petit pas après petit pas. Interface a mis 26 ans à faire son plan stratégique et est en train de remettre ça pour les 30 prochaines années. Donc il faut bien démarrer quelque part. N'ayez pas peur de ça. Par contre, connectez-vous à l'ambition. Et ensuite, allez-y progressivement et passez de logiques d'optimisation, je compense, je réduis, à des logiques d'innovation. J'évite, donc je trouve d'autres façons de faire, et ultimement, je répare, c'est-à-dire mon banquier, le Sequoia, je vais tâcher de lui rendre autant qu'il me donne ou qu'il m'a donné. Il y a des moyens. Ici, vous avez la courbe de progression des fonds d'impact social et environnemental en France. Bien sûr, cet encours-là, à côté de l'encours classique qui finance l'économie et parfois les énergies fossiles, c'est encore petit, mais c'est en train de croître très rapidement. Donc s'il y a de bonnes idées, il y a des moyens. Voilà, j'espère que ce voyage vous aura inspiré. Maintenant, je voudrais, pour conclure, revenir aux 30 ans qui viennent et vous demander un petit service. Je vais vous demander de sortir vos téléphones portables, de les tendre vers moi, s'il vous plaît, sauf ceux qui n'ont pas de téléphone portable.
et de faire comme moi. Toc. De les couper, les éteindre. Pas les mettre en mode avion, les éteindre. Alors, pour ceux pour qui l'exercice est suffocant, les sorties de secours sont par là. Ça va? Maintenant, je vais vous parler d'une technologie incroyable. La main. Regardez vos mains, tendez-les devant vous, n'ayez pas peur. Vous en avez deux, vous pouvez au moins entendre une. À votre avis, de combien d'années avons-nous hérité nos mains? Vous avez vu comment ça fonctionne? Le pouce préhenseur, la finesse, le geste, tout ça. Nous avons hérité nos mains sous leur forme actuelle d'il y a 5 millions d'années. Ces mains ont 5 millions d'années. Nous ne les avons pas inventées, c'est la nature qui les a inventées pour nous. Nous sommes des produits de la nature. Et avec ces mains, vous avez fait le monde. Nous avons fait le monde et d'autres l'ont fait avant nous, pendant les 30 dernières années. Et bien avant nous, Vasco de Gama, avec ses mains, Magellan, Gutenberg, Marie Curie, Simone de Beauvoir, Margaret Hamilton, dont je vous parlais tout à l'heure. Tous ces gens ont façonné le monde pour l'amener jusqu'à nous. Il y a d'autres mains dont je n'ai pas envie de vous parler, je ne vous en parlerai pas là. Mais le plus important pour les 30 ans qui viennent, c'est qu'il y a vos mains d'entrepreneurs, vos mains de politique, vos mains tout simplement d'humains, vos mains, les mains de nos enfants aussi. C'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour eux. La question que je vous pose, c'est qu'allez-vous faire de vos mains pour les 30 ans qui viennent? Ce dont je suis certain, c'est que l'avenir, nous l'avons entre nos mains. Et je vous remercie.